Combien de personnes te suivent sur les réseaux? Un peu plus de 800 000 maintenant sur Instagram et près de 300 000, il me semble, sur TikTok à peu près. Je me fais contacter par Netflix sur les réseaux. Et au début, je me dis mais non, je vais pas faire ça. Puis j'ai ma coloc qui me dit mais vas-y, c'est trop marrant et tout. Et au final, je fais ce premier show. Mais ça n'a aucun sens. J'ai fait un show et un deuxième show. Tout ça, ces 4 dernières années, justement pour arriver à cette traction médiatique pour ma boîte. Et là, je suis en train de me dire, je lâche le truc, quoi. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'une CEO. Je suis en présence, je suis invité chez Inès Tazi, la grande créatrice de contenu. Comment ça va? Bienvenue, écoute, ça va super, très bien. Bon, on est où là? Raconte un peu. Écoute, on est dans Donne pas l'adresse, mais... On est dans mon nouveau chez moi. J'ai emménagé ici en avril. Je suis en coloc. Donc, on est 2 entrepreneuses ici. Donc, c'est un petit peu cool. Et là, tu es à la fois dans mon salon et mon espace de travail. T'as dit 2 entrepreneuses. Tu te présentes comment, toi? Je me présente comment? Ça va dépendre de mon interlocuteur. Si je parle à... On va parler d'entrepreneuriat, t'inquiète. On va parler d'entrepreneuriat. Et de miser sur soi. Et en général, je me présente comme... C'est une bonne question. Comme créatrice de contenu, personnalité télé et entrepreneuse. C'est un petit peu les trois axes, quoi. Et on va rajouter un 4e qui est la politique, en tout cas qui était au tout début. La politique, le cinéma aussi. Cinéma aussi. C'est notre dimension. Bon, la mode, tout quoi. Oui, il y a plein de choses. Bah tiens, quelles sont tes passions, Inès? Waouh, quelles sont mes passions en dehors du foot? Parce que ça, on vient d'en parler. On reviendra. N'Golo Kanté, fier sur toi. On l'embrasse. D'ailleurs, en bas, il y a un bar qui s'appelle... je donnerai pas le nom, mais il y a un bar. Chaque fois que je réserve, il m'appelle Madame Kanté parce que je mets mon maillot floqué Kanté. Du coup, je réserve, je book au nom de Madame Kanté. Enfin bon, bref. Donc le foot qui en est une. La mode est une passion aussi parce que moi, j'ai une famille qui vient de l'industrie du textile. Okay. Et donc de la fabrication. Donc il y a une vraie passion pour la mode, mais plus dans une dimension plus artisanale. Ils ont une marque, tes parents, ou quelque chose comme ça? Oui, j'ai mon papa qui est entrepreneur, qui était en fait industriel au début, qui était d'abord contrôleur de qualité, puis il a fait un peu de manufacture, et ensuite il a développé une marque 100% marocaine. Qui est au Maroc? Voilà, exactement. Tu veux lâcher le nom ou pas? C'est sur Internet, ça s'appelle Marois. C'est une très jolie marque qui sont confectionnées par des femmes et pour des femmes. Donc, j'ai grandi dans un environnement d'industriels et d'entrepreneurs et de gens qui travaillent dans le textile. Donc, la mode, c'était forcément une industrie qui piquait ma curiosité. Par contre, c'est sûr que j'ai une approche de la mode complètement différente. Et ma relation à l'industrie est complètement différente de celle que j'ai pu voir dans ma jeunesse. Ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment sur de l'image, alors que j'ai grandi avec des gens qui étaient vraiment dans l'industrie des usines et de la confection. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. On va revenir là-dessus. J'ai quand même envie de commencer par le commencement. Yes. Dis-moi tout, t'es franco-marocaine, juste savoir où est-ce que t'as grandi. Alors, j'ai grandi à Casablanca, au Maroc. Ok, tu fais l'IOT? Exactement. Okay. C'est la capitale économique du pays. J'étais dans un grand lycée de 4000 élèves. Et j'ai grandi vraiment du coup dans une famille où mes arrière-grands-parents, mes grands-parents et mes parents ont toujours été un petit peu dans la musique ou dans la confection. Mais enfin, la musique, il n'y a personne qui est chanteur. Hein. On jouait du darbouka à la maison, quoi. C'est rien d'exceptionnel. Tu sais faire du darbouka, toi? Mieux que Gad ou pas? Pas tant que ça, non, beaucoup moins bien que Gad. Mais j'avais toujours des grands-oncles, etc. qui en faisaient. Donc, et j'ai grandi avec des musiciens à la maison. Mon père est fan de musique. En tout cas, un environnement hyper créatif et culturellement riche. Donc ça, c'était ma chance. Dans un pays qui est pas très rock'n'roll de base. Hein. Culturellement, le Maroc, c'est un pays qui a des très belles traditions, très bel artisanat, mais qui est pas très rock'n'roll. Donc en fait, d'avoir à la fois une maison très rock'n'roll et un environnement... Tu le voyais ça à l'école, tu veux dire? Ouais, je remarquais. Okay, que ça détonnait un peu presque le métier de tes parents par rapport à ce que tu voyais à la maison. J'avais toujours un petit peu un esprit de contradiction, un esprit de provocation. Je pense que l'un des premiers trucs féministes que j'avais fait une grosse provoque en cours, je me rappelle, en 3e. Okay. Ça, c'est une anecdote un peu longue, mais je te le rappelle. Vas-y, on a le temps, c'est le début du podcast, on a encore le temps. Écoute, c'était sur un cours de français où il fallait que en exposé, j'ai montré L'origine du monde de Gustave Courbet, et franchement, il faut connaître la référence du tableau, mais en gros, Il ressemble à quoi, le tableau? C'est une toison pubienne.
Donc c'est vraiment, c'est un tableau très particulier, très frappant déjà à l'époque, et ça l'est toujours aujourd'hui. Et c'était assez marrant pour moi de faire cette provocation un peu féministe en 3e, devant toute ma classe. Donc oui, j'ai toujours une sorte de senti de différence ou de décalage où j'avais envie de provoquer. Pas juste dans mon environnement au Maroc, pas du tout, mais vraiment même dans mes autres environnements ensuite. Donc pour moi, la mode, le maquillage, l'image, etc., c'était une manière de communiquer, de provoquer, et de la provocation constructive, pas de la provocation juste gratuite. Ouais, émotionnelle. Ok, tu dirais que l'art, vas-y, on va revenir là-dessus après, mais l'art, c'est un moyen d'expression? Évidemment. Ok, ouais. Et tu fais passer des messages à travers ça. Mini question sur le féminisme, ça donne quoi au Maroc à ce moment-là? Le féminisme, ça donne quoi au Maroc? Si tu veux, moi je pense que j'ai été féministe avant même d'intellectualiser le truc. C'était juste que je partais du principe que on mettait pas assez en avant nos individualités par rapport à notre sexe. Voilà, si t'étais une fille, on t'associait à est-ce que t'étais plus ou moins jolie, est-ce que tu vois, tu pouvais plus ou moins bien te marier, ou il y a quand même une culture assez traditionnelle de ce point de vue-là. Moi j'avais envie de dire, c'est mon individualité qui prime. Si j'ai envie d'être pilote de chasse, directrice d'une centrale nucléaire, ou mannequin, ou whatever, tu vois. Tu avais des aspirations à ce niveau-là, que la société te renvoyait, que ça sortait des sentiers battus? Complètement, mais c'est pas, je pense, propre au Maroc. Je pense que c'est dans n'importe quelle société. Je pense que même en Suède, on doit encore se mener des combats féministes, parce qu'il n'y a pas que des sujets de droit, mais il y a aussi des biais cognitifs, des biais culturels qui font que le combat féministe, en tout cas la cause féministe, elle a son importance partout. Au Maroc, c'était encore plus frappant pour moi, parce que au-delà de mon féminisme, il y a une question du droit et de protection des femmes dans un pays qui malheureusement il y a beaucoup de soucis, en tout cas sur le droit des femmes, sur le droit des mères célibataires au Maroc en particulier, qui moi en tout cas m'anime, et sur lequel je pense qu'il y a des grosses avancées à faire. Mais bon, c'est des féminismes qui sont différents. Celui qui me touche au quotidien, il est très différent de celui qui touche une large majorité de femmes au Maroc. Mais pour autant, spoiler, il me semble que tu les sers ou que tu essayes en tout cas de les servir à travers ton audience quand tu crées du contenu. Et d'ailleurs, petite parenthèse, les gens me connaissent dans ce podcast, ils savent que je suis français et marocain. J'ai pas vécu au Maroc, c'est aussi pour ça que je te pose ces questions-là. Moi, j'ai un avis, mais qui est vu de plus loin, de plus lointain. Raconte-moi, juste fast forward, je sais que tu as vécu, je crois que c'est 6 ou 8 ans à Londres, c'est ça? Ouais, raconte-moi juste, t'arrives, donc tu quittes le Maroc, tu files directement à Londres, ou tu passes par la France? Pas du tout, non? Pas du tout, non. J'ai grandi du coup toute ma vie à Casa. Ouais. Donc dans une famille franco-marocaine, comme tu l'as mentionné. J'allais de temps en temps en France, mais vraiment juste en Vendée, dans mon petit village, pour aller fêter Noël, Pâques et les vacances d'été de temps en temps. Noël déjà? Ah oui, vachement. Hein. J'ai une famille très, très catholique. À côté de ma famille française est hyper catho. Et du coup, non, je suis allée à Londres. J'avais envie d'être dans un environnement hyper multiculturel. Et Londres, c'était un peu ma ville de cœur. Donc j'ai commencé par faire mes études là-bas et je suis tombée amoureuse de Londres. Et ensuite, j'ai lancé ma première boîte. Tu faisais quoi comme études? Je faisais des études, ce qu'on appelait Development Studies. Donc, c'est des études de sciences politiques qui se concentraient sur les pays, entre guillemets, en développement. Et globalement, c'est surtout de la politique économique, un peu une analyse de comment le néolibéralisme a impacté les économies du tiers-monde, là encore, entre guillemets. Pourquoi le tiers-monde, juste? Parenthèse. Parce que j'aime pas cette idée de hiérarchisation, en fait, comme s'il y avait un modèle de développement ultime qui était être une démocratie néolibérale, et que tout ce qui n'est pas une démocratie néolibérale est un sous-modèle. Ça, j'aime pas cette idée. Donc c'est pour ça que j'ai entre guillemets développement, entre guillemets tiers-monde. Donc ça, c'est un modèle très, très américain, très, très occidental de ce qu'est un bon pays ou un pays développé. Et c'est pas mon approche. Et d'où le lancement de ta première boîte dedans? Genre, tu avais déjà ce truc d'entrepreneur? En fait, à quel moment tu choisis tes combats? C'est une très bonne question, parce que c'est vrai que je me suis moi-même autocritiquée. Je me suis dit, ça me manque de cohérence, d'aller un peu dans tous les sens. Mais au final,
j'ai fait des sciences politiques parce qu'il y avait plein de choses que je comprenais pas sur le monde. Et j'avais envie d'apprendre à mieux réfléchir. Donc il y avait aussi une part d'activisme qui était déjà ancrée en moi, mais c'était plus une manière de travailler, de réfléchir. J'ai jamais été une grande convaincue qu'une école de management fait de toi un très bon manager. Donc c'était plus, je veux apprendre à réfléchir et me poser des questions sur des sujets que je maîtrise pas. Et la politique et tous les mécanismes très complexes autour de la géopolitique, en tout cas, ça me passionnait. Et du coup, je pense que ça m'a peut-être permis de structurer un petit peu mieux ma manière de réfléchir. Et donc, bref, j'ai voulu ensuite me lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'était un autre truc que je captais pas. Et aussi dans l'idée que, si tu veux, si je voulais avoir un impact dans le monde culturel, féministe, etc., bosser dans une ONG, ça pouvait être compliqué. Moi, je le voyais avec mes amis, ils n'étaient pas très satisfaits de tout de l'impact. Ouais, de l'impact, de l'ambition qu'ils avaient. Et du coup, moi, j'avais envie d'avoir un impact très fort, très jeune. Okay. Et donc, je me suis dit, il faut que je lance ma boîte. Et puis, je voyais qu'il y avait un momentum sur l'industrie de la beauté. Beaucoup de nouvelles brands, de indie brands et des vrais trends du consommateur qui avaient marre de consommer dans des gros groupes. Et du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant, en fait, de retravailler des marques avec... donc là, j'ai développé une marque, en l'occurrence, de produits d'hygiène personnelle parce que c'est une catégorie de produits qui a une forte récurrence d'achat et une haute rétention, c'est-à-dire on ne va pas changer de gel douche autant qu'on va changer de rouge à lèvres, par exemple. Et en même temps, on consomme de la merde, il me semble. Et en même temps, on consomme des produits qui sont à plus de 90% d'eau, etc., et qui ne sont pas écologiques ni rien. Donc, j'avais cette idée de créer une sorte de membership avec tous ces produits du quotidien. C'était un abonnement ? Voilà, c'était un concept d'abonnement. Donc, Donc voilà, ça a été les premières expériences de boîte avec des équipes. Et... Je t'arrête 30 secondes. Yes. J'ai envie de step backward, de prendre un pas de recul. Tu m'as dit deux choses. La première, c'est que tu as dit, du coup, je savais pas le faire. Donc, je connaissais rien à l'entrepreneuriat, donc je me suis lancé. Mindset assez drôle quand même, parce que les gens vont plutôt vers ce qu'ils connaissent. Et la deuxième chose... En gros, la question que je voulais te poser, c'est je veux opposer les deux et je te titille, mais est-ce que tu peux avoir plus d'impact via le monde capitalistique que via des ONG ? Je sais que c'est deux grands écarts. Et j'ai interviewé beaucoup d'assos et aussi beaucoup de boîtes qui font du cash et qui sont dans de la green tech ou autre. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Pour moi, tout doit avancer de la même manière. En fait, les synergies, c'est ce qui est le plus important. C'est entre les associations qui ont besoin aussi des fonds, qui ont besoin des réseaux de communication, de distribution des boîtes, etc. Donc, tout doit avancer ensemble. Et les ONG ont une expertise sur le sujet, sur le terrain que... Mais les retombées de tes potes qui étaient en ONG n'étaient pas très positives. Ouais, elles n'étaient pas très positives, ou du moins, il fallait bosser peut-être 10 ans de manière à avoir vraiment un niveau un peu plus senior pour avoir une prise de décision. Et je crois que j'avais envie d'avancer assez rapidement. Et puis, je me suis dit peut-être que si je développe une grosse boîte, j'aurai une grosse voix. Et du coup, je pourrais peut-être mobiliser plus de gens. Et plus de ressources. Donc, c'était un peu aussi une question d'échelle, en fait. J'avais vraiment envie d'avoir une sorte d'impact presque mesurable, chiffrable. Moi, c'était important. Balance des chiffres. Balance des chiffres. Donc, voilà, c'était... Et aussi un impact qui se fait sur plusieurs fronts, parce qu'il y a des dimensions de levée de fonds, il y a des dimensions de créer des partenariats, peut-être des synergies entre une association, un gros groupe ou autre, mais il y a aussi des dimensions culturelles, c'est-à-dire à la fois les réseaux sociaux, la télé, tout ça, c'est des dimensions qui sont hyper importantes, enfin, pour avoir un impact sur, par exemple, le combat féministe. Il n'y a pas que lire Simone de Beauvoir ou avoir des associations, c'est aussi parfois voir des nanas comme Aya Nakamura, tu vois, à la télé, qui va te dire meuf, tu vois. C'est drôle parce qu'en France, c'est très chauvin culturellement parlant, quoi. Genre, il y a même je sais pas si on citera aujourd'hui Ayad au bac, mais on va citer des Simone de Beauvoir, il n'y a pas de souci. Or, je pense que ça fait avancer autant. Juste une mini-question, quand je te dis parle de chiffres, qu'est-ce que tu as réalisé avec ta première boîte ? Et comment tu t'es lancé si tu ne sais pas quoi faire ? C'est quoi la V1 ? C'est quoi le premier pas que tu as mis après l'autre ? Là où la plupart des gens sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter. La V1, alors ça va paraître hyper bateau, mais moi c'était la passion et l'obsession du produit. Ok. Produit ou la plateforme ou les Non, deux ? produit. Okay. Vraiment, c'était d'abord le produit. Ensuite, c'était d'abord une distinction produit.
sur l'utilisation, sur aussi son éco-responsabilité, son positionnement prix sur le marché, etc. Ensuite, aussi les stratégies de distribution, parce que nous, on voulait tout faire une DNVB, donc une Digitally Native Vertical Brand. Ça, c'était, je pense, les points différenciants. Sur le produit, comment tu as fait ta R&D? Justement, on avait plusieurs équipes. On avait une équipe de recherche et développement spécialisée dans le smart matériel au Portugal, qui a fait tout les recherches et le benchmarking sur les matériaux. Okay. Ensuite, une équipe product design à Shoreditch, qui pour moi était hyper fort dans les produits gender neutral, dans l'innovation, etc., de la sustainability. Puis, pour tout ce qui était clinical trials, c'était en Italie. Le branding était à New York. Et la production se faisait en Chine parce que c'est eux qui ont les vrais savoir-faire sur le traitement du silicone. Parce que c'était des produits faits en silicone. Et donc, même si tu vois les meilleures boîtes de sextech, scandinaves ou autres, etc., qui avaient des price points même 100 fois plus importants que les nôtres, ils produisaient aussi en Chine. Et donc, c'était une équipe vraiment très, très dispatchée. Comment tu construis cette équipe? Tu fais une tonne d'erreurs et puis je sais pas, je pense que honnêtement, sur j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais un truc sur lequel je sais pas comment, j'ai fait des bons castings. Je sais pas comment, mais j'ai fait des bons castings à l'époque. Je suis vraiment tombée sur des bonnes personnes. C'est la plus grosse variable, en gros, dans le risque que tu gères en tant qu'entrepreneur, c'est recruter des gens? Pour moi, oui. Okay. Oui, parce que je t'embête pas trop là-dessus parce qu'en fait j'essaie de faire l'analyse des pros and cons, des échecs, des succès, mais en fait on va en revenir à la fin. J'aimerais juste avancer, je vais te poser une mini question dedans. La télé-réalité, elle est où dedans à ce moment-là dans ta tête? Justement, la télé-réalité, je me fais contacter au bout d'1 an, donc je suis en développement de produits, etc. Et je me fais contacter. Donc tu fais du self-branding quand même? Non, même pas, tu montes pas ta tête? Non, vraiment. Okay. Là, à ce moment-là, je suis entrepreneur, je suis pas image de marque. Okay. Vraiment, je m'imagine pas en télé. Là, je sors de mes études, je développe cette boîte. Cette boîte a pas vraiment de lien elle a un lien avec mes valeurs, mais elle a pas un lien avec mon image de marque du tout. Okay. Et donc, par hasard, je me fais contacter par Netflix sur les réseaux. À l'époque, j'avais ouvert en fait mon Instagram quand j'étais très jeune. Et donc, bref, je me fais contacter. Et ça ressemble à quoi? C'est Netflix FR avec le certificat? Non, c'est juste des noms. En perso. Voilà, en perso, coucou, casting Netflix, et le message est bien structuré, donc tu te dis, bon, on va quand même répondre. Crois, ouais. Et puis, ouais, histoire débile. Au début, je me disais, mais non, je vais pas faire ça. Puis j'ai ma coloc qui me dit, mais vas-y, c'est trop marrant et tout. Et au final, je fais ce premier show. Et en fait, en développant ma boîte, je me fais contacter donc 1 an et demi plus tard pour un deuxième show qui sera lui un show américain. Donc le premier c'est qui était The Circle et le deuxième c'était Perfect Match. Et en fait entre les deux, je continue à développer la marque et on l'a lancé, on a fait un soft launch sur Kickstarter pour tester le pricing, le positionnement, etc. Et en fait, je me suis retrouvée à faire ce méga show. Et entre les deux, j'ai pas du tout fait d'influence parce que il fallait que je gère cette boîte. Donc même si je me suis retrouvée avec 150 000 followers, donc suffisamment, encore plus, ça c'est l'époque du Covid, donc tu peux largement monétiser une audience aussi importante. Mais en fait, j'étais entrepreneuse, j'étais la seule. Il fallait qu'on relève des fonds et c'était le bordel avec... Vous aviez levé déjà? On avait levé avec 2 angel investors. Ok, d'accord. Juste, si je comprends bien, tu es en train de dire que tu es rentré, donc tu as fait The Circle. Mais t'as pas capitalisé sur la visibilité que t'as eue, en gros? Non. Erreur que tu n'as pas recommise? Erreur que je n'ai pas recommise. En fait, à l'époque, quand t'es tunnelisé sur ta boîte et que que t'as des équipes, t'as 1 million de trucs à gérer, que tu dois être au four et au moulin, commencer un nouveau truc où tu dis, en fait, je vais faire une activation et gagner un cachet, etc., dans un métier que je connaissais pas. Et j'avais peut-être un peu si je devais être vraiment honnête vis-à-vis de moi-même, j'avais peut-être un peu de prétention. J'allais dire que t'avais pas peur du jugement aussi. Ouais, j'avais un peu de prétention parce que pour moi, j'avais fait mes études, tu vois, que je trouvais stylé. Puis ensuite, je me suis dit, je suis entrepreneuse. Et j'avais vraiment ce truc un peu
j'ai pas envie de me prendre en photo. En fait, j'avais peut-être un féminisme aussi qui n'était pas vraiment féministe à l'époque, de se dire pour être prise au sérieux, faut que j'ai un truc assez masculin, de dire je fais de la politique, je suis entrepreneuse. Tu voulais pas qu'on ramène ton succès à même ton physique ou poster des choses sur les réseaux? Complètement. Et ça, j'avais 22, 23 ans et pour moi, c'était important de me prouver, de montrer que je pouvais aller dans des terrains où on me voyait pas forcément. Sauf qu'en fait, le vrai terrain où on me voyait pas forcément, je pense que c'était la télé-réalité aussi, paradoxalement. Ouais, c'est... Parce qu'en plus, The Circle versus Perfect Match, c'est pas les mêmes trucs, on est d'accord. The Circle, tu vas pas chercher l'amour, si? Non. Non, je vais chercher la moula, c'est autre chose. Ok, ouais. Non, non, je suis contre. Non, j'ai pas gagné. Sorry. Mais bon, belle expérience. Je veux juste comprendre une chose. Pourquoi tu fais Perfect Match? Notamment, alors que pendant 1 an et demi, t'as pas forcément voulu montrer ta tête. Et là, on va aller dans, entre guillemets... Je me fais l'avocat du diable. Le pire qui puisse se faire en télé-réalité, qui plus est aux US. C'était quoi les risques pour toi et pourquoi visiblement c'était une opportunité? Écoute, les risques étaient énormes parce qu'en fait, t'avais quasiment que des inconnus. On m'appelle des États-Unis, on me dit écoute, il y a ce méga show qui va être un all-star show avec une sorte de Avengers, quoi, avec toutes les célébrités des gros shows américains et on aimerait que tu sois dedans. Déjà, je suis en mode guys, enfin, moi j'étais là, je venais de l'univers Netflix France, donc un peu. Tu parlais même pas anglais? Si, je parle. Non, l'anglais a été ma première langue ces 10 dernières années, donc. Ouais, mais ils savaient. Oui, ils savaient. Parce qu'ils ont appelé tous les directeurs de chaque Netflix, etc. Et le concept, à la base, en fait, ils devaient prendre aussi des gens du Brésil, de partout dans le monde. Et c'est pour ça qu'ils avaient contacté la France aussi. Et au final, ils ont décidé d'enlever tous les non-Netflix US et ils ont eu... sauf toi. Sauf moi, ouais. Ok. Et ouais, du coup, je te disais, tu voulais pas forcément te montrer. Et là, pourquoi tu fais ce big step, quoi? Bah, écoute, moi, concrètement, j'allais lancer ma boîte en fait sur Kickstarter et j'avais clairement compris que la plus grosse dépense d'une boîte aussi, c'était l'acquisition et le marketing. Et je trouvais ça assez dingue d'avoir cette opportunité d'être dans un énorme show sans savoir vraiment ce que c'était. Donc au début, je dis oui, ok, mais en plus, franchement, de toi à moi, je me suis dit, mais ils vont clairement me jarter. Enfin, j'ai 140 000 followers français. Les gars, c'est tous des stars. Ils ont 2-3 millions de followers américains minimum. Enfin, avant même de... Bah oui, ils avaient déjà fait des shows. Parce qu'en fait, ils font des larges castings. Et tu dis, ok, je suis in. Mais moi, dans ma tête, j'allais être un Lucas Moura en bande touche qui arrive au 7e épisode pendant 5 minutes, tu vois. C'était... là là. Lucas, très grand joueur du PSG, malheureusement, qui nous a quittés trop tôt. Ouais, mais aussi un peu une... T'es pour Tottenham ou... Ouais, je suis pour Tottenham. Ah, damn! Oh, ma pauvre! C'est que j'ai mes références, même si je t'ai sorti Kevin De Bruyne tout à l'heure. Ouais, j'ai vu ça, mais... bon, Lucas Moura, on lui doit juste sa deuxième mi-temps, saison triplée au retour du Ajax en demi-finale. Je suis choqué, quoi. Ok, d'accord, je l'aurais pas mis dans cette case. Mais... Et puis, excuse-moi, mais Tottenham, ça va? Tu vis bien? Vous n'avez pas gagné un titre depuis combien de temps? Je le vis. Alors, ça me construit beaucoup de résilience, tu vois, dans ma vie de tous les jours. Tu vois, je me dis, mais t'es entrepreneuse même dans la passion. Exactement, quoi. Même dans la passion, je me dis, tu sais quoi, you test and learn, tu vois. Mais là, c'est plus du test que du learn, hein, parce que franchement. Et donc, du coup, tu fais full casting. Enfin, tu passes étape après étape. Non, il y a pas de casting. En fait, on t'appelle, on dit, on est intéressé de t'avoir dans le show. Ok, quel show? On sait pas, c'est un Avengers. Ouais, mais c'est love, c'est aventure, ces trucs. Et en fait, ils m'ont dit, mais en fait, ça va être plein de challenges physiques et tout. Et il y a une dimension romantique. Est-ce que il y avait des challenges physiques, je me souviens. Mais attends, mais moi, du coup, je me suis imaginé être un truc genre méga Avengers. Mais tu sais, j'ai fait du sport, j'étais trop chaude et tout. Je me suis dit, ça va être un Koh-Lanta, tu vois. Je voyais que ça comme concept. Je me suis dit, ils vont pas faire dater des gens qui se connaissent déjà. Ça n'a aucun sens. Ah bah si, c'était le concept. Et en fait, je me suis retrouvée du coup au premier épisode. Et on t'annonce en fait les règles du jeu pendant que tu filmes. Tu ne connais pas le concept. Et donc je ressors de ce show et moi en même temps en parallèle, donc quand je ressors du show et je me dis putain j'ai fait beaucoup de temps d'antenne là, ça va probablement avoir un vrai impact. C'est diffusé combien de temps après? C'est diffusé à peu près 1 an, mais à l'époque on pensait que ça allait diffuser 6 mois après. Okay. Donc déjà en anticipation je cherchais quelqu'un qui allait devenir CEO de ma boîte et qui allait peut-être s'occuper vraiment, ou en tout cas CEO, ou en tout cas de tout l'opérationnel, parce que je me suis dit, bon, je vais avoir d'autres sujets aussi à gérer. Et bref, long story short, la prod m'appelle et le show sort bientôt. Et en fait, j'ai pas encore géré mon agreement avec ma co-CEO, etc. Okay. Ou ma CEO. Et donc, je prends la décision de mettre en pause Skult.
ce qui a été énorme pour moi, en fait. Ça a été très, très dur. Je me suis dit, mais ça n'a aucun sens. J'ai fait un show et un deuxième show. Tout ça, ces 4 dernières années, justement, pour arriver à cette traction médiatique pour ma boîte. Et là, je suis en train de me dire, je lâche le truc, quoi. Pourquoi Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait 2 vrais sujets. Le premier sujet, c'était l'identité de marque n'était pas en cohérence avec mon identité de marque. Donc, pour que ça matche, il faut que ce soit cohérent. Okay. Donc ça, c'était quoi les différences, juste ? C'est que l'identité de marque, c'était pas vraiment mon style personnel, c'était quelque chose. Non, mais tu le définis comment, du coup, ton style perso ? Mon style personnel. Et tu l'as découvert pendant Perfect Match ou plus tard ? Non, mais il a toujours évolué, mais c'est même pas une question de style personnel, c'était question de pour créer une marque qui va être vraiment une marque d'une ou d'un personnalité publique ou créateur de contenu, ça doit être une continuité de ce qu'il ou elle propose. Et là, c'était pas le cas. Là, c'était quelque chose de vraiment très... Il y avait un esprit assez playful, un peu plus Gen Z, et puis très mass market. Et moi, ça n'a pas été du tout le développement que j'ai fait sur mon branding personnel. Donc ça, c'était d'une part. Et déjà, il fallait trouver le temps de s'en occuper et faire un lancement. Voilà. Et en fait, la deuxième dimension, c'est que le nerf de la guerre de n'importe quelle initiative entrepreneuriale, c'est d'apprendre à bien gérer tes réseaux sociaux, ton positionnement, ton image de marque. Et là, c'est un truc tout nouveau. C'est-à-dire que je n'avais jamais fait de promotion aux États-Unis. Je n'avais jamais fait de show de télé-réalité avant. C'était un game, en fait. Ça n'avait rien à voir. Il n'y avait pas de promo ni rien. Donc là, je me retrouve propulsée dans cette énorme machine américaine avec une promotion colossale. C'est quoi Juste raconte-moi une dinguerie. Quand tu dis colossal, à quel point on pourrait se rendre compte que c'est... À quel point, je sais pas, juste... fallait voir... je sais pas combien d'interviews je faisais par jour. Ah oui, à ce point ? Ah oui, c'était colossal, vraiment. Okay. C'était des interviews radio, les red carpet. J'écrivais des pages et des pages et des pages d'interviews qu'on m'envoyait. Et j'avais peur de dire non. En fait, j'avais pas de recul. On m'a tout balancé. J'étais en mode OK. Et alors que maintenant, j'aurais approché le truc différemment. Mais en plus de créer du contenu et tout ça, j'avais pas encore d'équipe sur place. Donc tout ça, c'était nouveau. J'avais une management américaine. Ouais, c'était très compliqué. Et je pouvais pas encore accepté de contrat parce qu'il y avait des questions de visa, et même de positionnement. Tu te positionnes comment quand tu te sens aussi étrangère? Moi, je me sentais hyper étrangère à cette industrie. Tu te retrouves en télé-réalité, en truc de dating aux États-Unis. Moi, à la base, j'étais dans mon bureau en train de faire mon A/B testing sur Kickstarter. C'est un monde lunaire, tu vois. Et je viens de Casablanca. C'est pas un univers où j'étais... T'as mis le Maroc sur la map, merci. Évidemment, mais moi, je suis hyper patriote. Donc, j'étais trop contente. Et j'avais peur, justement. Je voulais bien représenter... autant que possible, autant ma dimension française que marocaine. Et je sais que ce qui m'a fait un peu yesh, c'est que sur le show, on me montrait beaucoup comme française. On ne montrait pas ma dimension marocaine, mais en fait, c'est la post-prod. Parce que la post-prod, parfois, je dis « Oh, this is so French ». And sometimes I was saying « Oh, this is very Moroccan ». Mais ils prenaient toujours les faux, parce qu'ils voulaient me dépeindre en French girl. Tu vois. Même les autres, c'est-à-dire que je pense que les autres faisaient des commentaires. T'as été contente de l'image ? T'as été contente de ton tournage, déjà ? Tournage, c'est difficile. Vraiment. Genre, t'as pris du plaisir ou bof ? T'as essayé de calculer aussi l'image que tu renvoyais ? Moi, je cérébralise tout. Ok. Donc c'est oui, je peux pas dire que non. Ok. Est-ce que j'ai pris du plaisir ? T'es ultra stimulé, donc c'est une sorte d'expérience très chelou, d'ultra fatigue, d'ultra stimulation. Ça n'a rien à voir avec les productions françaises. Les productions américaines, ils sont des centaines et des centaines. Il y a des drones, des trucs, des caméras. C'est un truc énorme. Okay. C'est une logistique colossale. Rien à voir avec les Tes pieds de A à Z ? C'est-à-dire, est-ce que je suis guidée dans mon... Ah non. Je veux dire, il y a des caméras partout. Bon, peut-être à part les fiottes, mais... Oui. Ok. T'as trouvé l'amour ? Dans les shots. Absolument pas. Hein, vraiment, limite, si ça m'en a pas dégoûté, tu vois. Et j'avais demandé, vacciné, est-ce que tu y allais dans ce but ? Parce que tu nous as bien dit, c'était une opportunité pour toi de capitaliser sur de l'audience, de la visibilité pour ta marque. Mais est-ce qu'une fois sur place, est-ce que même pas toi, les autres, est-ce que tout le monde est là dans une approche business, visibilité ? Clairement. Ouais, personne n'est là pour Franchement, trouver... personne n'est bête. Okay. Il y a peut-être 5-10 ans, quand c'était un peu le début, les gens étaient un peu naïfs et se rendaient pas compte
de ce que ça pouvait apporter. Mais là, je pense que tout le monde est au courant, tout le monde a envie de rester dans le jeu, a envie d'avoir une image impactante. Pour le temps d'antenne, en fait. Pour le temps d'antenne. Donc, je pense que tout le monde en est plus ou moins conscient. Mais en fait, tu es tellement happé dans le truc que tu fais énormément d'erreurs ce que tu dis, etc. Donc, après, c'est sûr, si tu zoom out un petit peu et que tu regardes la télé-réalité, même en France, tu as des gros profils. Et je te parle pas juste de la télé-réalité Les Anges, les Marseillais. Je te parle même des trucs comme Top Chef. Où tu vois une Camille Cotin qui faisait Connasse, Omar Sy qui faisait le SAV, c'était pas vraiment de la télé-réalité, mais c'était de la télé, ou François Damiens, belge, qui faisait des caméras cachées. Quand tu es vraiment dans cette industrie de télé au sens large et dans ces médias, tu vois, de pop culture, qui participent à la pop culture, c'est sûr que tu as une attention médiatique hyper importante. Et aujourd'hui, les gens se battent pour ça. Et tu crées des business. Tu as des gens de l'univers Netflix. T'en as très peu, mais ceux qui ont été très smart ont créé des entreprises énormes derrière. Mais justement, là, c'est un peu le paradoxe. C'est la question à laquelle je pense. Je te l'avais posé un peu en off. Est-ce que l'influence est au service du business ou est-ce que c'est le business qui est au service de l'influence ? Et je m'explique. Est-ce que les personnes vont faire perfect match pour avoir 500 000, 1 million d'abos pour ensuite créer n'importe quelle marque ? Moi, je dis 500 000, 1 million, mais peut-être c'est plus, peut-être c'est moins. Je connais pas grand-chose, mais juste pour créer une marque, je sais pas ce qu'elles ont créé comme marque, ces personnes-là, ou est-ce qu'à l'inverse, j'ai l'impression que toi, tu es arrivé avec déjà une conviction et que, je sais pas, la télé-réalité, c'était juste un moyen au service de ton business. Donc, qu'est-ce que t'en penses ? Ah, mais c'est assez marrant ce que tu dis. C'est vrai que dans l'industrie, j'ai tout fait à l'envers. Ouais. Si tu veux, je suis allée, alors que j'avais un business, donc complètement, c'est-à-dire j'ai pas fait un show et ensuite, au contraire, j'étais en mode, moi dans ma tête, j'étais entrepreneur, je me dis putain, c'est bien, je vais avoir un coût d'acquisition plus bas, on va aller faire ça, tu sais quoi, tout pour mon bébé, tout pour mon business, faut que ça marche, faut que les gens découvrent le produit. Donc c'était à l'envers. Et pareil, même maintenant que dans l'industrie de l'influence et de la création de contenu, pareil, j'arrive, normalement les gens grossissent en termes de nombre et ils apprennent le métier as they grow. Moi, j'ai fait le contraire. Je suis arrivée sur le marché, entre guillemets, de l'influence. Et tu t'es niché. Avec une grosse communauté. Et du coup, j'ai dû tout apprendre et donc prendre les codes que j'avais envie de prendre et avoir j'ai un regard assez... pas naïf, mais frais, peut-être plus critique sur l'industrie et que j'aime bien, au final. Ça me sert. Et ces personnes qui ont créé des boîtes, je ne sais pas d'ailleurs si tu veux les citer, je ne connais pas forcément, mais les personnes aux US, qui t'as dit, il y en a quelques-uns qui ont réussi à devenir entrepreneurs par la suite. Ouais, il y en a plein. T'en parlais pendant le show ou pas avec eux ? Non, on n'a vraiment pas le temps. Là, pour le coup, je peux te dire que tu as 2 minutes pour manger 3 Doritos avant d'aller te doucher et de te repréparer, etc. Tu n'as vraiment pas le temps. On fait en sorte que ce soit tout le temps ultra stimulé de manière à ne même pas avoir le temps, tu vois, à exacerber toutes les réactions. Mais oui, il y a quelques exemples de gens qui ont fait OnlyFans, qui génèrent des millions de dollars avec, mais ça, c'est un choix. Mais t'appelles ça l'entrepreneuriat ? Enfin, je sais plus. Écoute, c'est... Il n'y a pas une définition, là c'est très perso ce qu'on se dit, mais... Quelque part, oui, parce que... c'est compliqué à dire, parce que là, en l'occurrence, tu commodifies ton corps, et l'image de ton corps, etc. C'est un choix. C'est un choix que, personnellement, j'aurais pas fait, parce que c'est pas qui je suis, voilà. Mais... savoir capter, je sais pas, peut-être une audience, de la visibilité, et le transformer là-dedans... Franchement, chacun fait son choix, tu vois. Mais c'est pérenne, ça ? Est-ce que c'est pérenne ? Je pense... Je sais pas. Par exemple, je sais pas, mais t'as peut-être... j'imagine Francesca, qui, dans mon show, qui avait fait Tour to Handle, qui a une communauté de plus de 10 millions de followers, etc. Elle a fait OnlyFans, et je sais qu'une grosse partie, elle l'a réinjecté en investissement dans sa boîte de maillots de bain. Donc, en fait, c'est un métier dans lequel tu as des stratégies et des possibilités infinies. Et après, elle a une équipe qui industrialise ça, tu vois. Elle va jamais parler aux gens et tout. Et c'est un choix qui serait pas le mien, là encore, mais qui est un choix. Et que je respecte, tu vois. Je trouve que ça doit être peut-être difficile à vivre, je sais pas, mais en tout cas, et c'est les États-Unis. Là encore, j'étais vraiment dans un truc complètement lunaire. Mais il y a d'autres dimensions aussi que j'ai appris sur l'entrepreneuriat. Parce que tu vois d'autres profils comme des nouveaux chanteurs comme Troye Sivan, comme Emma Chamberlain, une nouvelle génération, ou une Zendaya. Une Zendaya, tu vois, Elle a fait Disney, elle, à la base ou... Elle a fait Disney à la base, puis elle a enchaîné sur Spider-Man, et là, elle a fait Dune et des films juste incroyables. Et elle a une image de marque,
mais absolument dingue. Et je pense que ça, tu capitalises plus sur son image de marque que peut-être sur ses cachets dans le cinéma. Bien sûr. Et l'industrie va dans ce sens, tu vois, les agences à Los Angeles, WME, UTA et CIA, les 3 grosses agences, dont CIA récemment d'ailleurs a été rachetée par Kering en large majorité. Ah ouais? Ouais, ce qui est un Kering qui est français. Hein. Très smart. Okay. Ouais. Bravo Pinot. Voilà, bravo. Et donc, ces grosses agences-là comprennent que représenter aujourd'hui un acteur ou représenter des personnes de télé-réalité, parce qu'ils ont des divisions aux États-Unis, on a des agents pour la télé-réalité. C'est pas comme en France où c'est fait de manière assez moins structurée, disons. Et en fait, pour eux, le futur de l'image, de la représentation, ça se fait bien évidemment sur les deals, sur les pubs, sur le digital. Et du coup, tu as les agents de cinéma ou les grosses agences, c'est indissociable. Tu as ton agent, par exemple, Lady Gaga, elle va avoir son agent de cinéma, son agent de partenariat, son agent de... Et en fait, pour moi, ma carrière, je l'ai aussi vue comme ça. Je me suis dit, je pourrais être entrepreneuse, je pourrais faire j'ai fait de la télé, j'ai aussi fait beaucoup de théâtre, donc le cinéma, c'est une dimension qui m'intéresse aussi. Il y a de la création de contenu, c'est le nerf de la guerre et ce qui va alimenter tout le reste. Et quand tu vois ça aux États-Unis, tu te dis, en fait, aujourd'hui, le monde la culture devient hybride. Tu vois, Pharrell Williams chez Louis Vuitton, tu vois, t'as plein de tout ce mélange. Et c'est quelque chose que j'ai appris aux États-Unis. Et il y a beaucoup de conclusions dans à la fois l'hybridité, en tout cas des carrières, moi, qui est un truc qui m'intéresse vachement, mais aussi dans l'investissement que tu mets dans ton équipe et comment tu la structures de manière à te dégager du temps. Tout ça, c'est quelque chose sur lequel les Américains sont hyper forts. Ils misent sur eux bien avant nous, en tout cas. Ouais, il y a une vraie... des plafonds de verre très tôt. Ouais, il y a une vraie idée de comment tu vas, quelque part, investir sur ton image et te poser les bonnes questions. Parce que aujourd'hui, la génération Z, ils s'en foutent de les gens qui se font une image toute construite. Ça parle à personne, tu vois. Ouais, après, ça parle à personne. Il y a quand même une autre image qu'on renvoie quand on est sur les réseaux. Je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui se lancent parce que des personnes comme Inès Tazi renvoient des images sur les réseaux. Et ils n'ont pas envie de passer par créer Cult ou faire de télé-réalité et apprendre. Ils ont envie d'arriver à Inès aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je veux dire, en tout cas sur le premier point, est-ce qu'on construit forcément une image ? Alors évidemment, les réseaux sociaux, c'est des edits, c'est des choix, c'est des trucs, mais là où tu pars, ton point de départ, ça doit quand même être qui est-ce que tu es et pourquoi est-ce que ton audience t'aime bien. Et tu crées en fait tu joues avec ça, mais ton point de départ il est ce qu'il est, tu vois. Tu peux pas mentir. Alors, si tu dois produire du contenu tous les jours, tu peux pas mentir et construire une image qui est complètement différente. Tu dois avoir des réactions, une prise de parole, une interaction tu peux pas mentir sur ça, tu vois. Elle va être honnête, elle va être authentique à un moment. Alors certes, t'as de l'édit, t'as des trucs, t'as des équipes, t'as des machins, mais sinon tout le monde pourrait faire ce métier-là. C'est qu'il y a un truc qui passe à la caméra, qui passe dans ta voix, qui fait que les gens ont envie ou non de s'identifier à toi, à tes idées ou à ce que tu projettes. On va en parler juste après. Tu veux faire une pause ou... Non, pas du tout. Je regarde juste s'il n'y a pas d'urgence. Il n'y a rien qui brûle. Mini question, télé-réalité. Demain, tu as une opportunité. Tu dis oui ou non ? Est-ce que tu sais pas encore ? Moi, je pars du principe qu'on ferme jamais toutes les portes. Okay. Je suis très heureuse d'avoir appris et d'avoir fait ce que j'ai fait. Par contre, c'est pas une industrie, ce serait un peu me mentir à moi-même que d'y retourner, si tu veux. J'ai adoré y aller, c'était une industrie que je cautionnais pas. Et je me suis dit, c'est important de voir des meufs qui, à la base, tu vois, sont pas dans ce délire de télé-réalité, en télé-réalité, tu vois. Par contre, si tu veux, je préfère être plus dans la dimension écriture ou production. Et j'ai des idées aussi comme ça. Donc, si jamais il y a des producteurs qui m'écoutent, parlons-en. Parce qu'à partir de septembre, je vais commencer à faire le tour des tables. Ok. Et en fait, justement, ce que j'ai appris et ce que j'ai vu en télé, et en même temps, je pense que c'est une industrie qui n'a pas assez évolué. Les gens kiffent la télé-réalité. Tout le monde regarde la télé. Et ça s'assume pas. Pourtant, et ça s'assume pas ou peu. Et pourtant, c'est une industrie hyper imperméable au changement. Il y a plein de trucs à créer qui pourraient avoir une plus belle valeur ajoutée pour les gens et qui peuvent être quand même fun et entertaining et déconnant, etc. Et en tout cas, moi, ça me fait pas mal réfléchir. Donc voilà, ça c'est un... Vas-y, on va en parler. Voilà. Mais juste avant ça, l'influence. Déjà, fais-moi un petit état des lieux.
Ça se chiffre à combien de personnes te suivent sur les réseaux? Combien de personnes me suivent? Un peu plus de 800 000 maintenant. Ok. Sur Instagram et près de 300 000, il me semble, sur TikTok à peu près. Ok. Donc, C'est voilà. quoi l'évolution depuis Perfect Match? T'as vu un gros boom après, j'imagine? Ouais, j'ai un gros boom après PM, donc mon second show. Et ensuite, ça continue à grossir de manière organique. C'est simplement avec un contenu qui est quali, qui est bien positionné et ouais, une stratégie derrière qui a bien marché. Raconte-moi la strat, sachant que, dis-moi si je me trompe, à ce moment-là, tu mets Skult, tu laisses quelqu'un reprendre la direction, c'est ça? Non, je le mets en pause parce que Ah oui, t'as pas réussi à trouver, donc tu le mets en pause. Ouais, je le mets en pause en attendant de gérer et d'apprendre ce métier qui est maintenant le métier qui me prend en tout cas le plus de temps. Donc là, c'était il y a combien de temps? C'était quand la fin de Perfect Match? La fin de Perfect Match, en tout cas le moment où j'ai décidé de le mettre en pause, c'était juste avant la promo. Et là, on parle d'il y a à peu près 14 mois, il y a un peu plus d'un an. Donc, ok, il se passe quoi? Bon, ça reste facile. Enfin, je dis c'est facile. 14 mois, tu vas me dire, il s'est passé une chose toutes les semaines. Ça ressemble à quoi? Parle-moi de ta strat et comment on l'applique en fait. Sachant qu'encore une fois, c'était pas ta spécialité. Donc, tu dis que tu as dû apprendre. Qu'est-ce que tu as chié? Est-ce que tu prends du plaisir? La strat, encore une fois, moi, ce que je veux toucher, c'est le long terme. On en a parlé. Je sais que tu as déjà des. Enfin, attends, tu viens d'en parler. Je suis sûr qu'il y a 10 000 idées. Donc vas-y, je te laisse me raconter tout ça. Alors, écoute, la strat dans le change désordre. Dans le désordre. Wow, ok. Alors déjà, bon, la strat numéro 1, c'était quand le show sortait. Quand quelqu'un te suit sur Instagram, en général, il voit le show et dit ah putain, je veux voir, tu vois, à quoi elle ressemble, ou est-ce qu'elle est avec un mec, ou est-ce qu'elle est machin. Et moi, je voulais déjà faire en sorte que quand les gens tombent sur mes réseaux sociaux, eh ben, ils s'abonnent et ils sachent, tu vois, ce qu'ils vont avoir. Et du coup, j'ai fait. Mon profil avait rien à voir avec mon show. Tu vois, j'ai pas mis une tonne de photos de moi dans le show ou un truc trop sur ma vie privée. C'était assez mode. Il y avait pas mal d'articles sur lesquels je parlais un petit peu tu vois, de féminisme, de trucs comme ça. Et donc, Ok. je pense que déjà, tu captes une audience qui sait plus ou moins ce que tu vas mettre comme contenu. Donc, ça, c'est important. Tu captes peut-être une plus petite audience parce que au final, pareil, tu mets des photos en bikini, tu vas probablement avoir une audience aussi plus masculine. Tu mets des photos, tu vois, où tu parles un peu plus de ta vie privée ou de ton match à la thé. En général, tu vas avoir moins d'audience masculine. Donc, peut-être pas aujourd'hui avec moi. Mais... Écoute, ouais, tu m'as dit que ça pue l'épinard tout à l'heure, donc déjà. Alors, j'ai pas dit ça pue, j'ai dit ça goûte l'épinard. Alors que j'ai mis quand même beaucoup de sirop d'agave dans le tien, je me suis dit, il est peut-être pas calé. Tu m'aurais demandé en plus avec ou sans sucre, je pense que je t'aurais dit sans sucre. C'est quoi, la prochaine fois, je te fais du lait chaud, tu vois. Allez, avec du sucre, comme ça, on fait ça safe. Mais du coup, déjà, il y a ça pour que ton audience sache plus ou moins, tu vois. Donc, tu postes pas de photos de toi en bikini, etc. Non, il y a pas de... En fait, j'ai aucune... Il n'y a pas de hardline de tu mets pas en bikini. En fait, tu pourrais tout à fait... pour moi, le féminisme, c'est d'abord le choix. Donc, si tu veux mettre que des photos en bikini, t'en mets aucune, t'en mets une de temps en temps, ça veut pas dire que tu t'objectifies si tu mets une photo en bikini, tu vois ce que je veux dire. Mais tu fais ce que t'as tu veux. quand même voulu détonner, dis-moi si je me trompe, par rapport aux autres candidates. Exactement, il y avait des choix et tu étais consciente de choix de mode et des choix d'image que tu fais. Et donc, oui, c'est sûr que j'essayais de pas... tu vois, en tout cas, mon style vestimentaire, il est jamais ultra découvert, etc. C'est juste parce que c'est pas mon délire. Puis tu fais pas très beau à Paris, ni à Londres. Puis, mais là, bon, on était au Panama là pour le tournage, donc j'aurais pu. Mais ouais, du coup, déjà, à la fois dans le show, dans des choix de vestimentaire et sur les réseaux, tu proposes quelque chose en cohérence avec toi-même. Okay. Donc, tu captes peut-être une audience là encore moins importante, mais une audience qui aime et qui sait ce que tu vas lui proposer. Donc toi, ça s'articule autour de la mode. Et tu dirais quoi? J'allais dire lifestyle, mais non, en fait, c'est ta life à toi. Ouais, il y a plein de trucs. Honnêtement, il y a des dimensions mode, il y a des dimensions beauté, il y a un truc que je vais kiffer dans la rue, il y a de la... Enfin, donc c'est quoi la cible plutôt dans ce cas-là, si on le prend écoute, la cible, elle est assez alignée avec la démographie que j'ai, donc c'est des jeunes femmes, largement des jeunes femmes, donc à peu près 80%, de 18 à 35 ans. Il y a plus de 35? Il y a plus que 35, mais je veux dire dans une large majorité. Et j'ai une majorité de following français et aussi une grosse part d'Américains. Okay. Et bizarrement,
pas mal de Marocains, mais pas tant que ça. Ça ne doit pas représenter plus que 6 ou 7%. Ok. Voilà. Et donc, oui, surtout une audience française. Et en gros, j'étais installée à Los Angeles et pour des raisons personnelles et professionnelles, je décide de m'installer en Europe et à Paris pour la première fois. Et truc très drôle, j'arrive à Paris, donc déjà tu rencontres des gens, t'as l'impression qu'ils partent du principe que toi aussi t'as été à Paris toute ta vie, tu vois. Et moi, dans ma tête, j'arrive un peu comme une touriste, qu'est-ce qui se passe, enfin rive gauche de rive droite, tu vois. Ok. Et aussi les gens qui me disent mais attention, garde ton mindset et tout, très anglo-saxon, tu sais ici, machin. On me critique Paris, on me dit plein de belles choses et des choses moins sympas à l'encontre de, tu vois, par rapport à Paris. Et bref, et donc je prends du recul et là je me pose, je me dis bon, cette carrière elle est là pour durer, j'ai une grosse communauté. Avant de monétiser, je vais d'abord me poser sur mon image. Est-ce que je veux vraiment ? Ça a été la question numéro 1. Parce que c'est comme si tu es entrepreneur et tu développes ton produit. Tu dis pas, comment je vais monétiser avant de te poser d'abord sur c'est quoi ton MVP, tu vois, ou ton produit. Et là, mon produit, en l'occurrence, c'est mon image. C'est ça ce que je vais monétiser. En vue de monétiser derrière un autre produit ou un service. Mais tu peux, à ce moment-là, j'aurais largement pu monétiser sans souci avec une grosse audience. C'est pas un souci, ça, tu peux... Non, mais c'est deux manières de monétiser différentes, du coup. Complètement. En gros, là, tu parles d'affiliation ou de faire des partenariats ou de la pub, quoi, en gros. Ouais, ça peut être du drive to store. T'as plein de... En fait, il faut vraiment... Quand t'as une communauté, t'as 1 milliard de manières. C'est comme si je te dis, j'ai une boîte dans les médias, ça veut tout et rien dire. Si t'as une communauté, mais... C'est quoi ta stratégie ? T'as des gens qui font de la cuisine, t'as des gens qui font autre chose, t'as des gens qui monétisent pas, qui font leur boîte. Par exemple, Kim Kardashian, elle fait de moins en moins de pubs, elle a ses boîtes. Enfin, t'as plein de gens qui ont des stratégies, des équipes, des visions hyper différentes. Et donc, moi, de la même manière dont j'étais entrepreneur avant, j'avais envie de me dire, en fait, comment je vais construire un écosystème qui sera aligné entre des personnes avec qui j'aime bosser, qui me stimulent, qui m'apprennent, parce qu'il y a plein de choses que je connais pas. Donc, je dois être accompagnée de gens qui sont aussi smart et bienveillant, etc. Donc, la première question, c'était d'abord l'image, le positionnement. Et du coup, j'avais envie de bosser avec quelqu'un qui avait à la fois baigné et grandi dans l'environnement des réseaux sociaux, tu vois, donc un Gen Z. Et qui aussi avait une vision très précise de la mode. Et parce que moi, je n'ai pas étudié la mode, j'aime bien ça, mais bon, je la capte de loin, tu vois. Et du coup, je voulais quelqu'un qui avait ça. Et donc, j'ai d'abord commencé à bosser avec Aurélien, qui est devenu mon directeur image et directeur artistique. Pour bosser avec Aurélien, c'est quoi ? Tu te sentais légitime avant de foncer tête la première sur de la mode ? Est-ce que je me sentais légitime pour... en fait, moi, c'est l'univers qui me... Déjà, ça représentait, je vais te dire honnêtement, ça... Comme on est qu'entre nous. Je vais te dire, vraiment blague de merde, ok. Je vais te dire, premier truc, c'est un univers déjà qui au début me paraissait compliqué à voir en venant de la télé-réalité. Je me suis dit, en France, tu dis que t'arrives et que tu vas faire de la télé-réalité et qu'ensuite tu vas aller dans le luxe, on va me mettre 15 000 barrières. Et moi, je vois des barrières, je me dis vas-y, trop cool, on y va, tu vois. Je sais pas, j'aime bien, c'est un truc. Et j'aime aussi la mode, si tu veux, t'as un univers entier, un écosystème entier, à la fois de l'artisanat, des scénographes, des expériences qui sont captivantes. Donc ouais, tu vois, il y a un côté aussi, c'est artistique, et il y a un côté aussi un peu théâtral dans la manière dont tu t'habilles. Parfois, je me sens un peu plus badass, parfois je me sens un peu plus... Tu souris pas sur tes photos. Non, arrête, je souris de ouf. Ouais, tu fais des sourires chelous, non ? Mais non, oui, je fais des sourires chelous, mais je souris de ouf. Non, mais des sourires chelous. Je sais pas, bon, je fais des grimaces aussi, tu vois. Oui, c'est ça, quand des sourires chelous, Bref. Mais oui, écoute, ça plaît ou ça plaît pas. En tout cas... De toute façon, je suis pas la cible, manière, donc... écoute, pourquoi pas, Pour le moment, non. Enfin, je crois pas. Mais ça évoluera, soit mon contenu, soit tes goûts. Mais Sculpt. À ce moment-là, non. Sculpt est en pause. Alors en silo, on a fait la boîte pourrait se lancer, être développée, pourrait se lancer très rapidement. Mais I'm a hard believer. Je vais arrêter de faire de franglais. Je crois foncièrement que tu dois. Aujourd'hui, il y a énormément de marques sur le marché. Si tu sors quelque chose, il faut que tu prennes le temps. Ça doit paraître, ça doit être
sincère, il y a une storytelling derrière, il faut l'amener. C'est pas juste j'ai fait un produit, achetez-le, tu vois. Et donc, déjà, dans l'influence, il faut créer son positionnement, il faut créer son équipe, il faut créer un système parce que tu crées du contenu tous les jours. C'est un travail qui est monumental, vraiment. C'est pas chiant. Quoi, en termes de charge de travail ou... En termes de tout, je veux dire, il y a des jours, je sais pas... T'es ballonné, t'as pas envie, t'as passé la nuit aux chiottes. Ouais, mais tu vois, les trucs où t'es ballonné, limite, maintenant je suis un peu de l'école de dire, c'est quoi, je suis un peu ballonné aujourd'hui, tu vois. Et tu le dis, tu veux dire. Ouais. Je pense qu'il y a aussi un moment un peu où il faut déconner, il faut lâcher prise, tu vois. Si tu fais un truc que lécher tout le temps, ça fait chier les gens. Tu vois, mais tu vas dire, je sais pas, ma CM m'a demandé de faire une story, j'ai grave la flemme, mais je la fais quand même. Genre, tu vas être transparente à ce point. Ça dépend, ça dépend. Il y a des moments où oui, tu vas pas tous les jours dire tout ce qui te passe par la tête parce que c'est chiant, mais il y a des moments où tu vas les mélanger entre de la spontanéité, où tu vas raconter une petite anecdote. Et c'est quoi les limites de quoi tu veux pas parler juste sur les réseaux? De quoi tu parles pas? Toi, à titre perso. Il n'y a pas de limite en fait, c'est juste, honnêtement, il n'y a pas de limite. Tu vois, tout à l'heure, j'avais une tache sur mon pantalon, j'avais mes règles entre 2 meetings. Voilà, c'est un truc qui arrive. J'étais là dans la rue en train de marcher avec une tache. En plus, j'ai croisé des gens d'une agence de presse que je connaissais. Je marchais, je me disais, c'est quoi, assume, tu peux pas. Et t'as pris une photo? Et d'ailleurs, j'ai pris une photo, je me suis dit, tu sais quoi, peut-être je ferai une storytelling là-dessus, en disant, voilà, ça arrive, t'es une meuf, t'as 2 meetings, et t'as une tache de sang, et je peux rien y faire, tu transpires, t'as une tache de sang, c'est le corps humain, tu vois. Et du coup, oui, je me dis, peut-être qu'à un moment, je ferai une petite story là-dessus, c'est gaulerie, ça arrive à tout le monde. Ok, donc il n'y a pas... Ouais, non, il n'y a pas forcément de choses. C'est cool. Moi, je trouve ça assez cohérent. Je pense qu'il y a un moment, il faut aussi revenir à une sorte de bon sens. Tu vois, on est dans une industrie hyper image, hyper produit, hyper regarde ma vie, hyper machin. Et les gens ont aussi envie d'un truc un peu détente, un peu good vibe, un peu de bon sens, raconter des anecdotes un peu plus spontanées. Et moi, ça me va, parce que sinon, je me sentirais hyper déshumanisée, tu vois, de tout le temps faire que des trucs hyper léchés et tout, c'est relou. Je sais que le temps file et que on a des choses à faire après. Yes. 2 mini-questions. La première, comment tu te rémunères, sachant qu'aujourd'hui, comment tu te rémunères? Comment je me rémunère? Alors, c'est d'abord avec l'influence. Alors, avant, c'était avec la télé aussi, parce que, voilà, tu gagnes... Tu gagnes bien avec Netflix? Tu gagnes mieux Perfect Match que The Circle? Ouais, clairement, les requins pour ça. C'est quoi l'ordre de grande... Si tu veux pas donner de fourchette, au moins, c'est fois combien entre... C'est fois beaucoup plus. Hein. Vraiment, c'est fois beaucoup plus, mais je sais pas, fois 15, 20... Ah ouais, à ce point, ok, d'accord. Mais parce que c'est un gros show américain et voilà, après, les contrats américains, les shows américains te payent plus en général. Okay. Ensuite, on avait des bonus par rapport aux épisodes qu'on a fait. Et comme j'ai fait pas mal d'épisodes, j'ai pas mal de bonus, donc c'est sympa. Tu touches encore de l'argent aujourd'hui? Non, pas du tout. T'as pas de royalties en fait. Et c'est ça le truc. Donc, en soi, les gens ne le font pas pour le cachet qu'ils reçoivent pendant le tournage. Ils le font clairement pour la visibilité derrière. Donc, ça va faire, en fait, la manière dont je vais travailler, c'est que de manière assez organique, je vais identifier ce que j'ai toujours consommé ces dernières années parce que je me faisais pas offrir un brushing ou une crème avant il y a quelques mois, donc j'ai passé toute ma vie à acheter des trucs, tu vois, et je vais identifier en fait ce que je consomme, ce que j'aime, les marques que j'aime honnêtement, parce qu'en plus j'ai bossé dans la skincare et dans la mode, donc je sais c'est quoi gérer une supply chain, je sais c'est quoi un joli produit, des jolies coutures, voilà, un produit qui est clean beauty, etc., un packaging éco-responsable, et je vais avoir tendance à vraiment regarder l'identité de marque, le produit, la supply chain et les produits que je vais consommer. Ensuite, je vais aller avec du coup mon agent qui va ensuite aller démarcher des marques que j'aime. Donc en fait, on n'attend pas juste à ce qu'on nous toque à la porte. Moi, j'aime bien marcher, faire le truc à l'envers, là encore. C'est peut-être vraiment un pattern que j'ai, tu vois, d'aller dire, mais en fait, voilà, j'aime cette marque, je la consomme, je l'ai taguée organiquement dans mon contenu plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à faire ensemble et bosser avec moins de marques, mais mieux et sur le long terme, parce que c'est ce qui fait sens. Et là encore, on revient un peu de bon sens, tu vois, et il faut pas se foutre de la gueule des gens non plus, tu vois. Enfin, je pense que c'est vraiment mon approche, c'est de penser très long terme. J'ai envie que, idéalement, quelqu'un qui me suit aujourd'hui va suivre à la fois mon évolution,
et va me suivre encore dans 10-15 ans dans d'autres choses, tu vois. Et ça, c'est si je me fous pas de leur gueule et que je suis sincère et avec moi-même et avec eux, tu vois. Est-ce que demain où tu crées une boîte qui je pense sera en lien avec ton audience, est-ce que tu continuerais quand même à faire de l'affiliation, des partenariats, etc. ou pas du tout? Ouais, je vois pas de... À partir du moment où tu compartimentes ton, tu vois, tout bien, ton agenda, etc., évidemment, pourquoi pas. Et dans tous les cas, je veux dire, quand tu es entrepreneur et que tu lances ta boîte, tu as besoin de garder une communauté aussi engagée avec des contenus intéressants et innovants. Et donc, ça, tu es obligé de le faire dans tous les cas, même si tu es entrepreneur derrière. Peut-être que tu vas avoir un petit peu moins de temps, mais il faut que tu apprennes à déléguer ce que tu peux déléguer. Et dans tous les cas, tu dois faire du contenu qui fait kiffer les gens, aligné avec toi-même. Et par conséquent, ça peut, oui, s'inscrire dans des collaborations rémunérées. J'allais dire, je touche du bois et en même temps, je vais faire la boule de cristal. Non, mais t'inquiète, non, mais tu vas comprendre. D'ici un an, donc tu es à 800. On fait x3, t'es à 2,4 millions d'abonnés. Bah écoute, moi j'adore les maths que tu me fais là. ça me va très bien. C'est une belle croissance, une belle growth. Ça me va très bien. C'est quoi la ligne d'arrivée? Et c'est quoi la ligne d'arrivée? Deux choses. D'un point de vue création de contenu, est-ce que cette ligne d'arrivée, en gros, c'est pas la starting line sur... oh là là, compliqué comment je pose ma question. En gros, quand est-ce que tu nous crées une autre boîte? Allez, Inès. Alors, est-ce que c'est chiffré en fait en fonction d'un plancher que tu t'es mis de nombre de followers? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Ça, c'est une grosse misconception. Tu sais, tu as des gens qui peuvent avoir un tiers de mon following et qui peuvent faire 2 fois mon chiffre d'affaires. Tu vois, enfin, tout est hyper relatif. Tu vois, ça n'a rien à voir avec juste le nombre de followers. C'est pas linéaire. Si tu veux, moi, dans un an, j'ai envie de dire, il y a plein de projets qui m'intéressent. Tu dois... en fait, moi, ce qui me fait kiffer, c'est un moment bosser avec des équipes créatives, tu vois, où tu viens avec des nouveaux concepts. Tu vois, par exemple, même, je te dis, demain, tu vas faire une marque de pub de croquettes de chien sur mon Instagram. Et avec des concepts hyper forts, des gens hyper forts en set design, un truc drôle, un script, une direction artistique, une super négociation avec la marque et tout. Et tu viens vraiment avec des concepts innovants qui font kiffer et l'audience, et la marque, et toi, et tout, et machin. Et ça j'adore. Et tu vois beaucoup ça aux États-Unis. C'est réinvestir aussi ton argent et de voir en fait ton Instagram aussi comme une boîte. C'est pas, et par boîte, j'entends pas forcément optimiser ton chiffre d'affaires, mais je veux dire réinvestir pour proposer des choses encore mieux, parce qu'au final, c'est comme ça que tu capitalises et que tu vas dans la bonne direction. Donc, j'ai vraiment la même approche, la même méthodologie entrepreneuriale sur mes réseaux sociaux, à la seule différence que là, tu essaies quand même aussi d'avoir un lien humain, tu vois, avec ton audience, parce que c'est ça qui... c'est ça qui compte et c'est ça qui rend la relation authentique, tu vois. À un moment, c'est quoi la timeline? T'as une idée? Et déjà, si je comprends bien, tu peux lancer en fait 3-4 boîtes, si j'ai bien compris, toi. Bah, tu peux lancer pas mal de boîtes. Moi, j'adore être déjà step by step, tu vois. Tu crées d'abord ton équipe et je pense que ça, c'est une grosse erreur que j'ai fait avant de vouloir tout faire en même temps. Et là, je me dis d'abord, tu structures. Ce métier, je suis en train de l'apprendre en même temps que je le fais, je l'apprends. Les gens dans mon équipe aussi apprennent on apprend tous à travailler ensemble. Tout le monde m'informe et j'informe, enfin, on s'informe, etc. collectivement sur plein de choses qu'on a envie de faire, des concepts, les brainstorms, etc. Donc, c'est d'abord gérer ça, le scaler de manière à avoir un CA peut-être nécessaire pour agrandir l'équipe de manière logique, identifier c'est quoi les leviers de croissance, etc. Et ensuite, ouais, aller sur d'autres projets encore plus créa. Et ça, c'est pour l'influence, mais aussi projet d'écriture, il y a le cinéma. Et puis, je pense que pour développer une boîte, ça fera sens aussi de manière plus organique. C'est-à-dire qu'à travers les mois, les années, j'aurais senti vraiment c'est quoi le retour de mon audience et essayer de voir... Donc, co-construire avec eux, en gros. Ouais, bah, ça, c'est le Graal. Okay. C'est le Graal parce que tu crées un produit que ton audience veut acheter et il le crée avec toi. Donc, il y a aussi un sentiment d'appartenance qui est top et qui est aussi agréable en tant qu'entrepreneur, tu vois, de se dire, bah, en fait, tu as créé ça avec d'un point de vue business opportunité, mais même en satisfaction personnelle, c'est trop cool. J'ai une question, je trouve que c'est un putain de bold move. Après, je sais pas, t'es pas rentré dans les détails, c'est pas besoin, mais en gros, t'es rentré en France, ta famille habite pas, enfin à Paris, elle habite pas ici, on est d'accord, ta famille? Non. Tu commences un métier que tu ne connais pas forcément, t'as dit j'apprends.
Mais en fait, comment t'apprends? Est-ce que tu t'entoures de personnes? Je vais aller plus loin. Est-ce que tu fais des cafés avec des personnes qui t'inspirent, qui sont peut-être là où tu voudrais être dans 2 ans, et t'essayes de comprendre que dès le départ, il te faut une CM, il te faut un agent, etc. Non, je pense de la même manière dont je suis allée à Los Angeles pour faire de la télé-réalité ou j'ai fait de l'entrepreneuriat à Londres, tu vois, alors qu'à 18 ans, je parlais pas vraiment, pas très bien anglais, quoi, quelques mots. T'apprends sur le tard, tu vois, tu te poses plein de questions de bon sens, tu te remets en question, tu essaies de prendre un peu de perspective, tu dis ok, de manière à aller là, qu'est-ce que tu es en train de monétiser entre guillemets, c'est ta personne, qu'est-ce qui t'anime, c'est quoi idéalement la marque ou la chose avec laquelle t'aimerais t'associer, les sujets, les thèmes. Mais ça, tu le fais toute seule ou t'as quelqu'un avec qui tu peux faire ce ping-pong intellectuel? C'est pas facile, je trouve. Non, c'est pas facile, mais c'est hyper je sais pas comment dire, mais c'est kiffant. Tu vois, ou peut-être parfois j'allais sur mes WhatsApp, je me dis putain, qui a bossé peut-être dans une agence. Au début, tu sais, j'ai aussi parlé à beaucoup d'agences. Je me suis dit peut-être que, en fait, quand tu es créatrice de contenu et que tu rentres dans une agence, tu as toute une structure qui va t'accompagner. Mais l'autre côté, moi qui m'allait pas, c'est que comme j'étais entrepreneur, c'est que voilà, tu peux être un petit peu aliéné à une structure et donc t'imposes pas non plus de la cadence que tu veux. Alors que quand tu es avec une équipe en direct, on se dit putain les gars, on va se porter ensemble, tout le monde est incentivized, et c'est une structure que tu crées et qui peut bouger avec ta carrière. Et tu vois, pour moi, c'est hyper important que tout le monde aussi kiffe dans l'équipe, tu vois. Et que tu sois pas dépendante d'une autre structure, ou en tout cas que ton image aussi soit liée à d'autres profils, d'autres talents et une structure. Moi, c'était important, étant donné que j'avais un parcours assez atypique, d'avoir aussi une team, tu vois, oui, mais et même qui ont, tu vois, leur propre vision, et chacun, tu vois, ramène des idées sur la table, et ouais, enfin, sinon, si c'est toujours en top-down, tu te fais chier. Et là, pour le coup, je suis vraiment pas en top-down avec ma team, parce que chacun est pro dans leur truc de KPI, de la data, l'engagement, et de l'autre sur des dimensions hyper précises sur la direction artistique. Ça, c'est des sujets que je maîtrise pas du tout, et que j'apprends avec eux. Donc, c'est un kiff. Tu me donnerais l'heure, s'il te plaît? Vas-y. Histoire que je 4h24. On te rend 3-4 minutes encore, ça va ou pas? Allez, ça part. Ok, je suis convaincu. Dis-moi si tu partages cette vision. Notamment nous, cette nouvelle génération. On va avoir 1000 vies. Ou peut-être pas 1000, mais on va avoir plein de vies. J'aimerais savoir si on se projette dans même 20 ans. On sera encore en vie, j'espère. C'est quoi les vies que tu auras eues? C'est quoi les vies professionnelles, du coup, que j'aurais eu? Je sais pas, enfin... Alors, c'est un exemple un peu controversé, mais tu vois, Bernard Tapie, tu vois. Il est mort. Oui. Mais par ailleurs, avant de disparaître, il a fait quand même pas mal de trucs. Il a même chanté, je sais pas si t'es au courant, avec Doc Gynéco. Il a une chanson, genre, il est à l'arrière d'un taxi, Doc Gynéco. Le mec, ensuite, enfin, bon, on connaît sa vie, c'est juste lunaire. Et c'est un truc qui est beaucoup plus accepté dans les écosystèmes anglo-saxons qu'en France. Et maintenant, on le capte, tu vois. Il y a de plus en plus de freelance, t'es un peu photographe, et tu vois, tu fais plein de trucs. Donc, on va avoir 1000 vies, ça, je suis d'accord. T'as plein de gens qui se rendent compte qu'ils sont multipotentiels aussi, c'est-à-dire qui sont... Tu l'es, toi? Pour eux, c'est une mort spirituelle de pas... multipotentiel. T'as fait des tests psycho et tout ou pas? Ouais, j'ai fait des tests. Allez, t'es quoi? Laisse-moi deviner. Je suis lion, ascendant... Non, pas ça, je non. m'en fous, c'est pas psycho, ça, c'est je suis multipotentiel, ouais. Ok, t'es aussi hypersensible et... Je sais pas, il y a des gens qui disent que oui. Et HPI. Je sais pas, ça je te laisse le dire. Non, c'est une question que je te pose. Non, bah, attends, je vais déjà te donner, on gardera les autres, tu vois, les autres, comment dire... les autres analyses voilà, psychologiques pour les prochains podcasts. Ça marche. Mais déjà ça. Et qu'est-ce que je me vois faire? Il y a plein de choses. On a dit mode, on a dit cinéma, mais bon, cinéma, il y a 10 000 choses. Tu as parlé de théâtre, est-ce que c'est de la représentation actrice, sur scène? J'ai des agents, donc okay. Donc t'aimerais être actrice, okay. Donc j'ai recommencé les castings à partir de janvier, puis ça s'est bien passé, donc je suis contente. Donc ça, c'est une dimension aussi de ma carrière que j'ai envie d'explorer encore plus, mais ça nécessite du temps, et ça nécessite un rapport au travail et au temps qui a rien à voir
avec mes autres activités, et l'influence où c'est énormément de microtasking. Okay. Tu vois, tu dois bosser un rôle, tu dois pendant une semaine te mettre dans le truc, avoir plus du tout de stimulus externe, et pour vraiment, et ça n'a rien à voir, vraiment, t'es aux antipodes de ce métier. Et puis il y a un film ou une série ou un rôle qui peut te faire boomer, alors que c'est plus du tâtonnement, j'imagine, l'influence. Oui, bon, t'as des vidéos qui peuvent te faire aussi boomer, mais c'est pas dans cette perspective-là, tu vois. Moi, je cherche pas à gagner plus de followers pour le cinéma. Moi, le cinéma, c'est vraiment parce que ça me fait kiffer. Et aussi, bon, t'as plein de trucs attachés qui sont trop cool quand t'es actrice aussi, mais... écrire, ouais. J'ai écrit, du coup, un projet de show, mais là, c'est une docu-série qui emprunte aussi des codes de la télé-réalité. Mais ça, je dois un peu terminer l'écriture, mais voilà. Et... Je te pose une question différente. Qu'est-ce que tu pourrais pas faire, mais que tu aimerais bien faire? Qu'est-ce que je pourrais pas faire, mais que j'aimerais bien faire? Chanter ou jouer de la guitare. T'es pas bonne dedans? T'as essayé? Non, jouer de la guitare, je n'ai pas vraiment essayé, mais ça s'apprend. Voilà. Ouais, ça s'apprend. Ou je sais pas, mais être vraiment, tu vois, un virtuose, tu vois. Être là en mode ta. Tu vois, le kiff. Moi, j'adore. Je passe ma vie. Là, si je fais pas de podcast où je dors, en général, je fais rarement des podcasts, donc je dors. J'écoute de la musique. Donc, moi, c'est ce qui me transporte. Il n'y a rien qui me rend plus heureuse que... À part ça, en gros, ma question, c'est t'as pété tous les plafonds de verre. Si tu te donnes les moyens, tout est accessible. Ouais. Moi, je suis une hard believer de ça, tu vois. De dire, tu peux faire ce que tu veux. Faut juste au début que tu crées, et au début, en fait, t'as moins de la liberté de faire ce que tu veux. T'es obligé peut-être de compromettre et d'aller dans des industries parfois que t'aimes moins pour te permettre de créer cette base-là qui va te permettre ensuite d'aller... Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Donc, au début, dans ta vingtaine, tu as un peu plus de résilience et de curiosité. Utilise-la pour te créer, en tout cas, le coussin, la base qui va te permettre ensuite d'aller faire autre chose. En tout cas, c'est ce qui a été empiriquement une solution efficace. Bon, je termine avec mes dernières petites questions. Vas-y. À moins qu'il y ait un sujet qu'on n'ait pas abordé, mais je crois que c'est un peu la fin. Écoute, à part ce que je vais acheter à Franprix tout à l'heure, il y a à peu près... Bah non, c'est ma question. Putain, je l'avais oublié et Laura sera contente. Ouais. Ou Aurélien, je sais pas. C'est quoi la marque de rêve avec qui tu voudrais bosser? La marque de rêve... À part Marois, mais je pense que tu connais bien les... Non, je connais bien... La marque de ton père, on est d'accord? Ouais. Non, parce que tu réponds de manière très normale, alors que c'était une blague, mais c'est pas... Merci. Énorme. J'ai fait un peu de stand-up aussi, je te l'ai pas dit. Ce n'est pas une blague, par contre. Alors, écoute, tu me donneras ça, j'irai checker. Mais la marque de rêve, il y a une marque que j'aime énormément en ce moment, c'est Loewe. Parce que je trouve que c'est une marque assez intelligente, dans une mode qui devient de plus en plus un peu visuelle, provocante, etc. Et en fait, elle prend un petit peu tout ça à contre-pied. Et je trouve ça hyper cool. C'est une marque à la base espagnole qui est hyper focus sur l'artisanat. Et d'ailleurs, dans certaines boutiques Loewe, tu as des vases Picasso, des objets qui appartiennent même à la collection privée de G.W. Anderson, qui est le DA. Et qui a sa marque éponyme aussi. Et du coup, il y a un côté assez personnel, même dans leur approche du marketing digital, il est assez incohérent, il y a un côté assez spontané, assez inattendu. Et je trouve que c'est beaucoup plus humanisant que les trucs, tu vois. Et je sais pas, moi, je trouve ça un peu marrant et très rafraîchissant. Donc si je reprends ce que tu as dit avant, tu les contacterais directement, t'attendras pas que ce soit... Dans le luxe, ça se fait différemment. Faut faire un peu du pied, dire coucou, tu vois, comme ce que je fais là maintenant. Écoute, j'espère que le message est passé. Voilà. J'ai tenté la passe D, comme tu as vu. C'est une super passe D, ça c'est une passe D Kevin De Bruyne là. Non, N'Golo Kanté. Je veux pas citer des Français, arrête de nous parler de Belges, on les a battus. Ok, c'est vrai, on les a battus. Mais ouais, grande fierté. Bon, sur une échelle de 1 à 10, dis-moi à quel point tu te considères riche de manière quotidienne. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point je me considère riche? J'ai envie de dire 8. Ok. 8 parce que tu as des marges de progression. Et en tout cas, c'est un peu lame, mais je dois faire un peu plus attention à ma santé. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être un point à gratter là et un autre point sur tous les projets et les autres trucs que j'ai envie de faire. Mais les 8 points, c'est surtout riche d'être hyper libre.
dans mes choix de quotidien, de carrière et de comment approcher tout ça. Et ça, c'est un kiff, tu vois. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu te considères heureuse? Je me considère à 9. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton quotidien t'apporte du sens? Je dirais... Ton quotidien professionnel, on va dire. Je dirais 8,5. Et à quel point ce même quotidien te demande de l'effort ou est difficile? Je suis entre 0 et 10. Entre 0 et 10? C'est-à-dire... en fait, sur toutes ces questions-là, tu me les aurais posées il y a 1 an et demi, j'aurais été à 4 de moyenne, vraiment. Ces dernières années, j'étais pas du tout là. Et du coup, ces dernières années m'ont aussi construit cette résilience et ces conclusions qui ont fait que maintenant, tu vois, je peux donner ces réponses. Mais ouais. C'est promis. Donc, c'est ma dernière question. 0 et 10, quoi, j'ai envie de dire, ça me prend de l'effort parce que c'est beaucoup de travail. Mais tu travailles avec des belles personnes et des projets qui font sens. Et donc, kiffe ton boulot et tu travailleras par jour. Mais ouais, c'est pour ça entre 0 et 10, quoi. C'est beaucoup de boulot, objectivement. Mais c'est du kiff. Dans la créa comme l'entrepreneuriat, je pense que, en tout cas, la réalisation de soi, pour certaines personnes, ça requiert de la folie. L'entrepreneuriat et miser sur soi. Et cette folie, elle peut venir d'un trauma ou d'événements qui se soient passés. Est-ce que tu en as eu un? Je ne sais pas si tu es à l'aise pour en parler, mais au moins nous dire ce que ça a procuré chez toi et à quel moment tu l'as dompté. Ouais, je suis un peu d'accord de cette idée d'être très ambitieux, de vouloir, c'est peut-être tu veux soigner une blessure ou un truc comme ça. Ouais, moi je pense que l'un des traumas entre guillemets que j'ai eu, c'était l'idée en grandissant que ma vie, mon identité était sujet à la société, c'est-à-dire parce que tu as fait un lycée, parce que tu as grandi dans une ville, parce que voilà. T'as cette étiquette, quoi. On va t'étiqueter, tu vois. Et donc moi j'avais vraiment envie de transcender tout ça et de me dire que je peux avoir un prénom à moi, une identité à moi, et que rien n'est mis dans une case, que je peux aller dans des industries où les gens m'attendent pas, initier des projets différents et divers. Et c'est ce qui me fait kiffer. Et c'est cool que je puisse monétiser ce qui me répare mes traumas. C'est un bon délire. Bon, écoute, hâte de voir les prochains projets, hâte de voir cette petite story sur l'OEV, peut-être. Yes. Et je dis un grand merde à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je te laisse le mot de la fin si tu veux leur dire un petit message. Non, absolument, merde à tous. Et non, je vais pas finir avec une phrase lame. Je vais juste dire merde à tous, du coup. Allez, à la semaine pro. Merci Inès. Ciao, ciao. Merci.